Donc bonjour à tous, je m'appelle José Ménébert, je suis l'initiateur du courant Fédéralitude. C'est pas le fédéralisme mais presque, avec quelques nuances, il y a des éléments en plus par rapport au fédéralisme. Et j'ai été contacté par le directeur de Liberty Congo qui organise une conférence sur la thématique du fédéralisme au Congo et en particulier la problématique des forces armées et de sécurité pour un État fédéral. Et c'est dans ce cadre que je vais intervenir aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur ce graphique que vous connaissez. Pour la plupart, c'est une pyramide dite d'Abraham Maslow qui reflète les besoins de la plupart des humains. Et dans ces besoins, comme vous le voyez, on a tous des besoins physiologiques. Puis, au deuxième niveau, les besoins de sécurité. On est d'accord? C'est quelque chose c'est une chose à laquelle tout être humain aspire. La sécurité, une fois qu'il a pu satisfaire à ses besoins physiologiques qui sont boire, manger, dormir et même procréer. Et il y a un grand paradoxe chez les humains. C'est qu'autant nous cherchons la sécurité, autant nous avons quelque chose qui est au fond de nous et qui s'appelle la domination. Nous voulons tous dominer. Sans l'avouer, nous voulons dominer. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes acheter de grandes voitures, construire de grandes villas, avoir de grands titres. C'est toujours pour dominer, influencer. Mais personne ne le dira. Et c'est là le paradoxe. Nous voulons tous la sécurité, donc ne pas être dominés par les autres, protégés. Et en même temps, nous voulons dominer les autres. Et c'est dans ce dilemme que nous devons nous situer. Vous êtes d'accord? Et l'armée, le fait d'avoir une arme, est un élément de domination. Autant que nous sommes ici dans cette salle, si un seul enfant se présente avec une arme, nous serons les premiers à chercher comment nous échapper. Et pourtant, nous sommes des adultes. Pourquoi? Parce qu'il aura un élément de domination. Donc, nous devons l'avoir à l'esprit pour répondre à la question du jour. Derrière la question du jour, c'est-à-dire la problématique des forces armées et de sécurité dans un État fédéral, il y a deux aspirations. La première, c'est l'objectif 1, c'est d'avoir un État fédéral. Un État fédéral. Pourquoi fédéral? Parce qu'aujourd'hui, je suppose, puisque je suis dans une assemblée et une conférence surtout organisée par les frères du Congo, nous souffrons de l'État unitaire et centralisé qui en quelque sorte amène une partie de ce territoire qu'on appelle Congo à dominer les autres. Et donc on se dit, si on allait vers le fédéralisme, peut-être que chacun y trouverait son compte. Et la deuxième aspiration, c'est celle-là, réfléchir sur les forces armées et de sécurité. Quelles forces armées et quelle sécurité ou forces de sécurité pour que les deux dansent ensemble, c'est-à-dire ma sécurité et le refus d'être dominé par les autres. On est d'accord? Et donc, le premier objectif, c'était celui-là, réfléchir sur l'État fédéral, et puis le deuxième, réfléchir sur les forces armées. Bon, d'abord, il faut que la notion d'État fédéral soit claire. Un État fédéral, par rapport à un État unitaire et centralisé, il y a un élément clé qui les différencie. Dans un État unitaire, il y a un seul point d'impulsion de la loi. Il y a une seule Assemblée nationale, il y a un seul Parlement, il y a un seul Sénat, il y a un seul président. Il y a un seul chef.
Alors, dans le modèle fédéral, il y a plusieurs pôles d'impulsion de la loi. Il y a la loi générale et il y a les lois locales. Et c'est ce qui caractérise tous les États fédéraux. Et derrière cette notion de loi, on va mettre en place les 3 pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Il y aura un pouvoir fédéral et il y aura des pouvoirs locaux. Donc, l'intérêt ici, dans le fédéralisme, c'est de sortir de la centralisation, de la domination d'un seul pôle d'impulsion de la loi pour entrer dans des pôles diversifiés qui sont locaux, des provinces, les régions, selon l'unité qu'on choisit comme État fédéré. Donc, l'État en dessous de l'État fédéral. Alors, sur l'objectif 2, qui va être ma principale thématique, parce que c'est celle-là du jour, hein. Je ne vais pas entrer, j'ai juste fait une petite accroche sur le fédéralisme, c'est réfléchir sur ça, les forces armées et de sécurité. Et avant d'intervenir sur ce sujet, je voulais juste vous projeter ces petites images pour vous dire que si j'interviens aujourd'hui sur cette thématique, c'est parce que moi-même j'ai fait une école militaire dès le bas âge. J'entendais tout à l'heure l'intervenant parler de l'intérêt du service militaire. Mais moi j'ai fait une école militaire dès la 6e. Et cette école, en 2009, elle avait 70 ans. C'est une école qui est installée en Côte d'Ivoire, à Bingerville, et qui a commencé à l'époque coloniale, en 1939, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est moi ici, j'ai masqué quelques visages parce que certains sont aujourd'hui très haut gradés, généraux et autres. Et l'autre photo en bas, c'est, vous voyez, il y a une policière derrière, c'est sur un plateau de Télé Sud où j'étais invité pour traiter des sujets similaires. Et puis en haut, c'est un de mes articles les plus lus sur cette thématique et je l'avais publié en 2013 à l'occasion du sommet de la paix et de la sécurité qui avait eu lieu à Paris. Donc c'est juste pour vous situer que ce sont des problématiques qui me concernent autant que vous et qui me plaisent d'ailleurs. Alors pour qu'il y ait débat, il ne faut pas qu'il y ait une solution dogmatique. Si je vous impose une solution, il n'y a plus de débat, j'impose. Donc il faut des pistes. Je vais vous donner des pistes de réflexion, toujours avec la ligne conductrice qui est le fédéralisme, sachant que fédérer, c'est inclure, c'est tenir compte des autres, tenir compte de la diversité, parce que la création est diversité. Et le fédéralisme permet de tenir compte de la diversité de la création. Les 3 axes de réflexion que je vous propose, c'est comment organiser donc les forces armées et de sécurité dans un État fédéral selon ces 3 axes. Puisqu'on est mécontent, on est insatisfait de la forme d'armée que nous avons aujourd'hui, parce qu'elle est souvent déviée par certains personnages ou groupuscules, pourquoi ne pas simplement ne pas avoir d'armée? C'est la question qu'a posée quelqu'un tout à l'heure. Est-ce que c'est faisable? C'est la première piste. Et la deuxième, puisqu'on parle d'un État fédéral, c'est d'avoir une armée fédérale. J'expose juste les pistes. Je n'entre pas dans les détails. Mais le Nigeria a une armée fédérale. Est-ce que c'est pour autant mieux que est-ce que c'est le modèle qui nous fait rêver? Et puis la troisième, c'est une armée qui inclut les citoyens. Ah, je termine par ça parce que c'est vraiment là que j'aime. C'est là que j'aime intervenir. Donc commençons par le concept de pays sans armée. Ce n'est pas une fiction. C'est le modèle adopté par le Costa Rica en 1947. Donc ils avaient eu une guerre civile très sanglante. Et puis à la fin de cette guerre, le général qui avait gagné la bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Par principe, il a pris une grande massue et est allé
à la principale caserne, donner un grand coup de massue symbolique pour abolir l'armée. Aujourd'hui, il y a une trentaine de nations sur cette terre, ce n'est pas les grands États, mais qui ont le statut d'État sans armée. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'on fait après? On a des partenariats, ces pays-là ont des partenariats avec les grandes puissances. Et si on prend le cas du Costa Rica a une île à elle qui a été occupée à un moment par le Nicaragua. Ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont dit, mes partenaires, qu'est-ce que vous faites? Les USA, le Brésil, donc les grandes nations, ce sont eux qui se sont chargés, avec les aspects juridiques, et bien sûr la force de dissuasion qu'ils ont, de permettre au Costa Rica de récupérer son île, tranquillement. Les grands avantages, c'est que lorsqu'ils ont aboli l'armée, ils ont alloué le budget militaire à l'éducation. Et aujourd'hui, au Costa Rica, vous avez les grandes firmes du monde. Vous avez Google, Hewlett Packard, quasiment toutes les grandes boîtes du monde sont installées au Costa Rica. Et le pays est même protégé sur les aspects environnementaux. Dans les années 47, il leur restait à peine 20 ou 25% de leur couverture forestière. Aujourd'hui, c'est 60%. Ils ont des ressources pétrolières, on ne les touche même pas. Parce que les puissants, avec qui ils ont signé des partenaires, ils se disent c'est notre partenaire, donc on sera là toujours, on pourra toujours utiliser les réserves pétrolières quand ce sera nécessaire. En attendant, allons les prendre chez les autres, là où il faut un rapport de force. D'accord? Il y a des ressources au Costa Rica. Côte riche, ça veut dire en espagnol. Le bilan positif, c'est qu'aujourd'hui, le Costa Rica jouit d'une très bonne éducation. Leurs enfants sont dans ces grandes firmes dont je vous ai parlé, occupent de très grandes fonctions. Et puis, la prospérité économique y est. Et ils ont échappé à la malédiction qui touche les pays d'Amérique latine, c'est-à-dire l'instabilité institutionnelle. Costa Rica ne connaît pas ça. Donc, pourquoi ne pas y penser? C'est une réflexion. Le deuxième axe, c'est la grande armée fédérale, comme le Nigeria. Le grand modèle, en fait, c'est les États-Unis. Okay? Ce sont souvent les grandes puissances qui utilisent ce concept de grande armée. La France aussi, bien qu'étant un État unitaire, a sa grande armée. Mais comme nous parlons de fédéralisme, j'ai préféré vous citer les États-Unis. Et comme vous le remarquerez, souvent ce sont les grandes puissances, on l'a vu par le passé, le Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni, qui avaient ces grandes armées et qui mettaient beaucoup de moyens parce qu'ils avaient des ambitions impérialistes. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe juste à côté, entre l'Ukraine et la Russie. Il y a tout cet armement qu'ils ont mis, tout ce budget qu'ils ont mis à s'armer, à quoi ça sert aujourd'hui? Donc, il y a toujours cette ambition impérialiste d'aller occuper les autres lorsqu'on se met à vouloir une grande armée. Napoléon avait une grande armée. Dans notre cas, le modèle fédéraliste, c'est que l'armée, lorsqu'on fait une armée fédérale, il faut qu'elle soit inclusive. Lorsqu'elle n'est pas inclusive, attention, l'histoire nous rappelle le cas par exemple de la Yougoslavie, où les Serbes étaient majoritaires dans l'armée, et lorsque le général Tito a fermé les yeux, on a vu ce qu'est devenu le pays. Ils sont partis dans des conflits et la guerre, tout a dégénéré. Et puis il ne faut pas oublier que ça requiert de grands moyens. Je prends le cas du Nigeria, où vous voyez aujourd'hui l'infiltration, la pénétration des groupuscules terroristes, parce que le territoire est grand et il faut beaucoup de moyens pour arriver à couvrir tout ça. Donc, c'est aussi une piste. On peut vouloir de grandes armées chez nous, mais rappelons-nous qu'il faut un grand budget pour pouvoir l'assumer et que cette armée soit suffisamment inclusive dans les pays où il y a de la diversité culturelle et linguistique pour ne pas qu'à l'intérieur il y ait des affrontements. Et c'est pour cela que ceux qui détiennent aujourd'hui les rênes de cette armée préfèrent ne pas inclure tout le monde
mais inclure, en guillemets, leurs affiliés, que ce soit philosophique voilà, par lignage. Donc, moi je préfère le troisième axe, mais encore une fois, ce n'est qu'un axe parmi les autres. Et là-dessus, j'aimerais vous parler de la peur. La peur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer à côté un vrai civil lorsqu'il passe à côté d'un militaire avec tout son équipement, ses grosses armes, même les policiers, lorsque vous les voyez bien équipés, ça génère quelque chose. Soit la crainte, soit l'adrénaline monte, mais en tout cas on se dit, pourvu qu'ils ne s'en prennent pas à moi. Ou l'admiration. Ou l'admiration. Ou l'admiration aussi. Ou l'admiration aussi. Ok? Donc, ce qui se passe souvent, c'est que parmi les humains, ceux qui ont la force ont tendance à vouloir utiliser cette force pour écraser les autres. Et c'est pour ça qu'heureusement, on a la justice, on a des garde-fous pour éviter les dérives humaines. Bon, moi je suis un ancien enfant de troupe. Alors en tant qu'enfant de troupe, il y a quand même quelque chose que j'ai appris. C'est que d'abord, on nous a donné une instruction militaire, on nous a fait porter l'uniforme, et je vais vous montrer les photos tout à l'heure, on nous a fait faire le maniement des armes, on nous a appris la discipline, la droiture, et ce sont des éléments très importants. Lorsque nous nous rencontrons, je vous assure, comme le disait Benjamin Mutila, les AET, le fait d'avoir porté l'uniforme a quelque chose de supra-égaux. C'est-à-dire qu'il lamine à un moment les différences. Même dans une entreprise où tout le monde met un uniforme, il n'y a plus ces éléments de domination. À venir avec une Rolex, c'est un élément de domination. Venir avec une Nike qui coûte 300 €, c'est un élément de domination sur l'autre qui a acheté sa chaussure à 20 € au marché. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on met l'uniforme, on tend à équilibrer les choses, à remettre les gens dans une forme de pacification. Donc, c'est plus l'ego, c'est la fraternité qui prend le dessus. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très fréquent lorsque vous côtoyez les anciens enfants de troupe. Alors, moi, mon rêve, ça a toujours été de faire profiter cette expérience à un maximum de gens. Mais comment y arriver? D'où le modèle que je vais vous expliquer. Mais avant ça, je vous montre quelques petites photos. Ça, c'est moi ici. Tout ce qu'on peut faire dans une école militaire. La discipline, les arts martiaux, le maniement des armes, bon, je ne l'ai pas mis là, le sport, l'uniforme, vous pouvez avoir, ça ce sont des tenues de sport, hein, et vous voyez, autour c'est imprimé, tout ça c'est donné par l'armée, ok? Les impressions que vous voyez là, c'est pas un t-shirt que j'ai commandé sur un site en ligne pour imposer ma marque aux autres, non. On nous donne tous la même tenue, short, basket, tout. Là-bas, comme vous le voyez ici, ces tenues simples quotidiennes, parce qu'on est en milieu tropical, le short, la chemisette, c'est pour tout le monde a le même uniforme. Ici, c'est la vareuse, les beaux jours, lorsqu'il y a des cérémonies, la cravate, tout le monde est dans le même combat. Donc, vous pouvez voir après la variante entre celui-ci et celui-là. Ici, on a le pantalon. C'est des événements intermédiaires. Donc, ça ne revient pas plus cher. Les professeurs ne coûtent pas plus cher. Et ils ont même la vie plus facile parce qu'ils ont en face d'eux des élèves disciplinés, obéissants, qui comprennent le bien fondé de la société, qui reçoivent les autres qui viennent de tous les pays. Par exemple, là, à l'EMPT, il y avait 14 pays différents de la francophonie. Du coup, à un moment, que vous soyez centrafricain, gabonais, ivoirien, vous formez la même famille. Donc, ça serait bien que notre jeunesse, qui aujourd'hui est en train de dévier, profite de ce système d'instruction. Mais comment y arriver si on ne veut pas faire des écoles militaires partout? Il y a une astuce qu'on va voir maintenant.
dans la suite. Alors, c'est cette armée qui pourrait inclure les citoyens. On va toujours d'un modèle qui a fait ses preuves. Pour moi, le modèle dans ce système-là reviendrait à ne pas abolir l'armée, comme je l'ai dit au début. Donc c'est un modèle intermédiaire entre le modèle costaricain et puis le modèle de la grande fédération américaine, où on aurait l'armée qui protège. Ça répond à ce que disait quelqu'un tout à l'heure, qu'on ne peut pas totalement abolir l'armée. Mais l'armée protège le territoire aux frontières, mais elle ne représente que 5% des effectifs militaires. Et à l'intérieur, ce sont les citoyens qui protègent le territoire. Et eux, ils représentent 95% des effectifs. Et ce modèle passe beaucoup par le système de conscrits, c'est-à-dire un service militaire généralisé et que l'on fait de 18 ans à 30 ans, de manière périodique. Au début, c'est des accords, hein. Ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois à 18 ans pour créer un creuset entre les jeunes, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, et ensuite des périodes de rappel chaque été, hein, 1 mois, on va en immersion. Alors, dans les pays qui le pratiquent, puisque j'ai pris le modèle ici, mais vous allez en Israël, Norvège, chacun adapte à peu près le système. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est celui des Suisses, parce que derrière ça, il y a la diversité culturelle qu'on retrouve chez nous. Vous avez les Alémaniques, qui sont les plus nombreux, ils représentent à peu près 67%. Vous avez les francophones, à peu près 24, 23%. Vous avez les italophones, qui eux sont à 7%, et vous avez la minorité romanche, 0,5%. Grâce à ce système, entre autres, parce que ce système permet aussi de sécuriser le modèle collégial qu'ils ont mis en place depuis 1291, mais je ne vais pas entrer dans les aspects de la gouvernance politique. Mais s'ils n'avaient pas une armée de ce type, eh ben, cette armée allait renverser ce système-là et puis dire non, on n'en veut plus, ce qu'on veut, c'est un chef qui domine et qui prend les décisions fortes. Okay? Donc, depuis 1291, on a des populations de langues, de cultures différentes qui se brassent. Il y a une cohésion malgré cette diversité linguistique. C'est un pays en paix. Je ne sais pas si dans la salle il y en a qui peuvent me dire le contraire. Ils n'ont pas connu de coup d'État depuis 1291, ça fait quand même 7 siècles. Pas de guerre civile, il y en a eu une, la guerre du Sonderbrand, mais c'était dans un contexte particulier, c'est-à-dire que vous aviez un groupuscule qui voulait s'arrimer à la France et instaurer un modèle d'État unitaire. Et les défenseurs du fédéralisme ont dit non, 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 c'est pas possible. Donc ils se sont affrontés pendant 1 mois et l'affaire a été réglée. Donc voilà le modèle qui peut être utilisé chez nous. Je ne vais pas m'étaler plus, je vous dis simplement merci et on peut débattre, c'est-à-dire répondre à bâton rompu à des questions s'il y en a. Merci en tout cas. Fort intéressant votre exposé. Et j'ai beaucoup aimé l'astuce d'entrer par la fameuse pyramide de Maslow entre sécurité et peur, 2 éléments antinomiques mais finalement qui se complètent. Et je pense que ça répond effectivement aux préoccupations tout à l'heure, l'intervention de Benjamin Boutila, oui. À savoir s'il faut un État sans armée et est-ce qu'il faut la garder. Et je pense que vous avez donné des pistes de réflexion, oui. Et je pense qu'ils vont engager le débat à présent. Je pense que la parole est à la salle et puis M. Père est là pour vous. Ouvert à toutes les questions. Hein. Question. Bon, en tout cas, merci d'être venu, Christian Biongo. Merci, plaisir. Merci José pour ta présence. Hein. Oui. Content de te revoir. Alors, j'ai apprécié ton développement et je suis quand même assez surpris, mais agréablement, de savoir que tu as eu ce parcours militaire. Donc ça m'a fait assez drôle de la voir. C'est la première fois que je le révèle. Oui, oui, oui. C'est sans doute un privilège pour nous. Hein. C'est sans doute un privilège. Alors, José, la question qui est pour moi aussi, qui relève d'une préoccupation. Oui. En général, on dit que les guerres
ont des causes lointaines et immédiates. Donc, est-ce qu'on peut concevoir la question de défense en dehors d'un contexte sous-régional, puisque nous sommes Congolais et de l'Afrique centrale, parce que c'est cette préoccupation-là, de dire, bon, au regard de cette histoire frontalière, issue de la colonisation, quels pourraient être les enjeux par rapport à cela d'abord? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir la réflexion sur une armée sous-régionale, puisque s'il n'y a pas d'antagonisme interne, est-ce que l'intérêt, dans la difficulté de ne pas pouvoir avoir d'armée, est-ce que cette question-là, elle peut être abordée dans ce contexte sous-régional? Voilà, ça c'est la première question. Donc si j'en ai une deuxième, si elle peut venir rapidement, alors pourquoi on ne fait pas assez le lien, ce que tu as évoqué, le lien sur des aspects budgétaires de la constitution de nos armées? Parce que je prendrai notre cas personnel. Notre défunt père, par exemple, était hostile à ce qu'on intègre l'armée. Il disait, bon, il y avait aussi une part aussi de suffisance en disant, bon, pour les familles qui n'envoient pas leurs enfants à l'armée, ce sont des familles peut-être nobles ou dignes. Hein, et puis tu as rappelé, enfin, le grand frère a rappelé qu'on a essayé de dribbler pour ne pas aller faire le service militaire. Donc, sans que ce soit dans la possibilité d'imposer par le service obligatoire, quels seraient aussi les inconvénients de différentes familles qui pourraient prospérer de ne pas envoyer leurs enfants à l'armée? Voilà. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté de recruter, parce que ça part de là, comment on envisage des questions de défense et sécurité dans une zone géographique qui est la nôtre, qu'on connaît, qui n'a pas eu de jurisprudence d'attaque aux frontières? Excusez-moi d'abord du retard, mais je Bienvenue, pense que voilà, Ngoa sait à peu près pourquoi voilà, il arrive que je sois un peu en retard à ce genre de choses. Mais ce que j'ai trouvé comme niveau, au niveau du programme, ça m'a beaucoup interpellé. Et l'élément fondamental que j'ai retenu, c'est le cas du Costa Rica. C'est le cas du Costa Rica. Et oui, nous également, dans le cas du Congo ou de la sous-région, de l'Afrique centrale, en tant que colonie française, on pouvait le faire. Et c'est même ça qui est prévu dans les accords de Matignon. Et que tout ce qui était les différents États s'occupaient des aspects intérieurs, et qu'au niveau des frontières, c'était la France qui intervenait. Et qui intervient jusqu'à ce jour, s'il faut le dire comme tel. Si on avait, comme la France, respecté ces accords de Matignon, on n'avait même pas besoin des généraux, voilà, on n'a plus besoin de ça. Et de la police à l'intérieur, de la gendarmerie à l'intérieur, des frontières de chaque État, c'était suffisant. Mais l'armée, pour faire face, pour le Congo, faire face à la RDC, à la Centrafrique ou au Gabon, c'était la France qui devait s'en occuper et qui finalement s'en occupe jusqu'à ce jour. Parce que ce n'est pas le Congo qui peut aller se battre contre. D'abord, la France n'acceptera pas que le Congo rentre en conflit avec le Gabon, le Cameroun ou la Centrafrique ou le Congo, plutôt la RDC. Donc, le cas de Costa Rica aurait été le meilleur. Et c'est même le meilleur. S'occuper de l'éducation, de la santé, de tout ce qui est intérieur. Frontières, la France s'occupe. C'est ça, les accords de Matignon. Et que la France respecte jusqu'à ce jour. En fait. Et parce que le dernier à l'avoir fait valoir, c'est Pascal Lissouba qui demande à la France d'intervenir dans le conflit interne, c'est même interne, entre Sassou et lui. Voilà. Et ces choses-là, c'est quand on veut les ignorer qu'effectivement,
Moi, si je suis président du Congo, je vais dire que je suis le président du Congo, je suis l'égal de Macron, je suis l'égal de ceci, je suis l'égal... voilà, et quand c'est pour qu'on me considère comme président, pour ne pas parler comme président, comme me considère comme militaire. Mais pour qu'on me considère comme président, effectivement, il faut que je sois l'égal de Macron. Voilà, il faut que je sois l'égal de Macron. Là, je serai considéré comme président au niveau du Congo. Mais si je dis que je ne suis pas l'égal de Macron, quand je parle de Macron, c'est le président de la France, quoi. Oui, voilà, oui. Pas autre chose. Et en ce moment-là, je ne serai pas président. Voilà. Et en 63, nous sommes entre guillemets 3 ans après l'indépendance, hein, qu'on appelle l'indépendance, mais c'est quand même Youlou qui prend son téléphone, appelle De Gaulle. Mais De Gaulle est où? Il est en vacances chez lui à Colombey-les-Deux-Églises. Et il dit, viens intervenir. Et De Gaulle lui dit non, si j'interviens, le peuple, les Congolais, le peuple congolais va dire que ben, c'est De Gaulle qui intervient. Alors que effectivement, mais il lui a dit seulement non, va seulement, va. Alors donc c'est pour dire que oui, le cas du Costa Rica, c'est un cas d'école, tout simplement parce que il faut accepter. Accepter. Il y a le président Massamba Deba qui avait effectivement, comme De Gaulle, après 1945, a voulu que les Américains partent, parce que pour eux, la mission était finie, une fois que les Allemands étaient mis à plat, et bien, donc ils pouvaient rentrer. Et la base américaine qui était conçue à Paris, en France, était obligée de se retirer en Italie. Et Massamba Deba voulait également que, au point de vue militaire, que la France se retire. Bon, on le lui a signifié que les accords de Matignon sont suffisamment clairs, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Puisqu'on a dressé quelqu'un face à lui, il s'est retiré. Donc à un certain moment, quand on arrive à accepter, moi j'accepte que lui, il est mon aîné, il est mon grand frère, quel que soit ce que je détiens comme arme, comme milliard et tout, il restera mon aîné, il restera mon père, il restera tout ce qu'il faut. C'est cet orgueil aujourd'hui qui fait que il y a, Lissouba l'a dit, il y a plus de généraux dans la pyramide de commandement a été renversée, voilà, et il le dit. Et bien quand on en arrive là, il faut savoir voilà, que le militaire, ce n'est plus le militaire pour aller défendre, mettre sa tenue, aller défendre, mais le militaire c'était juste pour se faire valoir. Moi j'avais voulu faire en 1975 le concours de col des cadets. Il était enseignant dans mon école et on était dans la même rue, son enfant et moi, on devrait être présentés avec l'enfant du capitaine Mizingu, hein, le commandant Mizingu, on devait se présenter au concours d'entrée à l'école des cadets. Mais moi j'ai refusé. Son fils, donc de M. Nkunku, est allé, le fils du capitaine de fin, capitaine Mizingu, est allé, et quand il est allé, après ils sont sortis de là. Mais moi si j'étais militaire, effectivement parlons de ça, si j'étais militaire, aujourd'hui j'aurais pris les armes et, entre guillemets, régler le problème, militairement. Si, ça je le dis, parce que mon caractère fait que si j'avais les armes, et bien si j'avais appris le métier d'arme, aujourd'hui j'aurais agi par coup d'état. Mais la nature n'a pas voulu en 1975 que je rentre dans l'armée. Si j'étais rentré aujourd'hui, les choses se régleraient entre militaires. Mais, bon, voilà, mais je règle le problème aujourd'hui comme politique, donc civil. Et si j'étais militaire, moi, ça soucie le menton, hein, et j'aurais pris les armes et l'affronter. Mais je l'affronte par l'arme politique, aujourd'hui. Parce qu'en 1975, je ne suis pas allé dans l'armée. Voilà, on passe au cas de l'armée. Maintenant, dans le cas du fédéralisme, non. On a dit que la politique est une affaire tellement dangereuse qu'on ne doit pas la confier aux militaires. Hein, parce que le militaire, voilà, c'est le politique en fait qui définit, qui règle tout. C'est lui qui décide de la guerre, du début et de la fin de la guerre. C'est le politique. Donc je dis, même s'il était militaire, mais à partir du moment où il n'a plus sa tenue, il ne porte plus sa tenue, il devient un civil. Et donc c'est le politique en fait qui dicte. Ce n'est pas le militaire. Le militaire, il est aux ordres du politique. Donc à partir du moment où le politique a décidé que je déclenche la guerre, il déclenche la guerre et il envoie les militaires au combat. Sinon que
on peut vivre sans militaire. Voilà. Traditionnellement, si je dois répondre à ça, c'est que la défense, elle est intrinsèque à l'être humain. En nous, on a déjà des militaires. Par nature, oui. Par nature, qui combattent les agents pathogènes, qui veulent pénétrer dans ce système. Et dans tous les villages où que vous alliez, puisque l'homme est égaux, l'homme est convoitise, on veut la femme du voisin, on veut les champs du voisin, on veut les moutons du voisin. Dans toutes les sociétés traditionnelles, les jeunes étaient préparés, pas les vieux, les jeunes étaient préparés à défendre le territoire, l'intégrité territoriale. Et c'est ce système qu'on retrouve, ce système ancestral qu'on retrouve dans le modèle de conscrit helvétique. Les jeunes dont je vous ai parlé de 18 à 30 ans, ce sont eux qui gardent les armes chez eux. Parce que s'il faut être mobilisé aujourd'hui, ce sont eux les vaillants, les valides qui vont, c'est pas les retraités. Voilà. Donc, je pense que on ne peut pas se l'accaparer, mais il y a des nations qui ont pu organiser de grandes armées, les Romains, peut-être l'Égypte. Bon. Mais dans l'histoire de l'armée, colonel, vous avez vraiment l'information ou pas? Voilà. Oui, allez-y, monsieur. Alors, donc, ça c'est la réponse que je peux vous apporter. Et puis, à l'issue des questions que vous posez, j'aimerais vraiment qu'on comprenne que tout est mental. L'univers est mental. C'est ce que nous pensons qui se réalise. Et ce que nous sommes en train de faire, réfléchir sur comment mieux vivre ensemble dans la paix, dans la sécurité et autres, mais c'est un travail déjà de construction mentale. Et c'est à partir de ça, puisque il y a la caméra qui est là, que ce message se propage. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Parce que ceux qui ont le pouvoir, au fond, souvent ne se préoccupent plus. Ils n'ont pas la même crainte que ceux qui ne l'ont pas, vu qu'ils peuvent vous enfermer, vous torturer, quand ils veulent, quand bon leur semble. Mais c'est nous qui ne sommes pas de ce côté-là, qui recherchons une société beaucoup plus équitable. Donc c'est à nous de porter ces valeurs, de les communiquer à nos enfants, de les porter aussi via les associations, via les syndicats, toute forme de transmission possible pour que cet état d'esprit devienne un jour réalité. Alors, pour revenir au cas concret des questions telles que est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une armée sous-régionale? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le cas de Costa Rica dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est exactement celui-là. En réalité, il y a un accord avec les États-Unis et il y a un accord avec l'organisation des États sud-américains qui est aussi un accord avec le Brésil qui est en lui-même un énorme État fédéral. Donc, il a des partenariats comme ça qui permettraient de soulager en cas de conflit sa douleur. On peut adopter ça dans nos pays, surtout qu'on n'a pas vraiment les moyens d'une armée impérialiste. On ne peut qu'avoir une armée pour essayer d'assurer l'ordre, parce qu'il y a des fois aussi où la police est débordée, elle n'est pas préparée à faire certaines manœuvres en mer lorsque vous avez des pirates qui viennent, et ça se passe dans certains pays africains aujourd'hui. La police, c'est quelque chose de beaucoup plus local. Au Costa Rica, comme en Suisse, même en France, vous le voyez aujourd'hui, dans les communes, il y a une police municipale. C'est pour assurer l'ordre local, la traversée des enfants à l'école, les petits conflits entre voisins, dans les couples et autres. Et ça, c'est une compétence qui ne coûte pas aussi cher que ça et qui peut être assurée par les citoyens. Mais l'aspect éducation militaire, conscription plutôt, le conscrit, le fait de faire son service militaire, on peut injecter énormément de choses là-dedans. Ça peut être l'éducation à la paix, ça peut être comme le scoutisme, la camaraderie, la confrérie, ça peut être le vivre ensemble, ça peut être la connaissance des cultures des autres,
puisqu'on peut vous prendre, si vous êtes du Sud, on vous affecte pour votre service au Nord, ainsi de suite. Vraiment, ça peut... Quelqu'un disait que la guerre, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui s'entretuent au profit. Des gens qui se connaissent. Des gens qui se connaissent, mais qui eux ne s'entretuent jamais. Ça a toujours été ça, la guerre. Donc, c'est vraiment un travail de philosophie, de sensibilisation que nous devons faire. Et c'est réalisable, parce qu'à partir du moment où on aspire tous à la même chose, il y a des chances que ça se passe. Alors, l'armée dont on parlait, quelqu'un disait qu'il avait refusé d'entrer à l'armée, parce que vous voyez aujourd'hui l'armée de la guerre pure. Pourquoi l'armée fait de la pub? La police fait de la pub. Qui veut aller recevoir des balles? Qui veut aller faire la guerre aujourd'hui? Dans un monde où les gens veulent avoir des likes, ils likent avec des cœurs, ils likent avec des pouces, c'est l'amour qu'ils veulent donner, c'est l'amour dont ils ont besoin, c'est l'estime. Et vous leur dites, bon, mais viens mettre l'uniforme, et vous voyez toutes ces publicités, parce que l'armée de guerre, l'armée de combat, de bataille, a du mal à recruter aujourd'hui. On est d'accord? Donc, nous, on peut, dans nos pays, sortir de ce modèle-là et aller vers cette armée de fraternité, de construction d'un vivre ensemble différent. Après les accords avec Matignon, je pense que ça peut... Ça existe. Voilà, ça existe, c'est comme toutes les lois, mais il faut maintenant les mettre en pratique et que les deux parties y trouvent leur compte. Et on n'a pas les drones. Ou tout simplement les dénoncer. C'est que des accords. On met un terme à un moment. Le Costa Rica. Mais de toutes les façons. Le Gabon est à l'image, Oui. quelque part, entre guillemets, du Costa Rica. Le Gabon que je... Si vous voyez le cas du Gabon aujourd'hui, vous avez le 6e BIMA qui est là-bas. C'est l'armée française qui est là pour diverses raisons. Mais notre armée, l'armée gabonaise, et je l'ai vu lorsqu'il y a eu le conflit en Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne a eu du mal face à l'armée française, parce que c'est une question de moyens. Lorsque vous êtes pilote de chasse, vous avez le diplôme, vous dites que vous avez fait telle école, mais que votre avion de chasse décolle une fois par an, comment voulez-vous être aussi à l'aise que quelqu'un qui s'entraîne toutes les semaines? C'est pas possible. L'armée demande des moyens. Donc, il faut à un moment faire des choix et voir vers où on veut aller. Voilà. Très bien. Merci. Donc,